Taj Mahal, à l'architecture aussi fine que fascinante, est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Il incarne l'amour de Shah Jahan pour sa défunte épouse. Mais l'empereur moghol était aussi un grand guerrier. Il est l'un des descendants du redoutable Gengis Khan. Son empire et sa fortune n'auraient pu exister sans que le sang ne soit versé. Nous allons nous rendre en Inde, à la découverte de forts mystérieux et de palais ayant inspiré la construction du Taj Mahal. Ce mausolée gigantesque est un extraordinaire témoignage d'amour de Shah Jahan pour son épouse Mumtaz, construit sur les rives de la rivière Yamuna. Cet édifice extraordinaire continue à nourrir de nombreuses légendes, parmi lesquelles celle de l'existence d'un Taj noir. On raconte que Shah Jahan aurait fait construire une réplique du Taj Mahal entièrement noir, sur la rive opposée de la rivière Yamuna. Nous allons nous baser sur les recherches les plus récentes pour corriger les effets du temps et rendre à ce monument d'exception sa splendeur originelle. Vous découvrirez tous les secrets d'un édifice qui, depuis près de 350 ans, émerveille ses visiteurs. Explorez avec nous les mystères du Taj Mahal. Nous sommes en Inde, en 1631. Shah Jahan est terriblement attristé par la mort de son épouse, Mumtaz Mahal. Il est obsédé par l'idée de lui offrir un tombeau d'une telle splendeur qu'il consacrera le reste de sa vie à sa construction. Il choisit les rives de la rivière Yamuna pour installer les fondations de ce gigantesque mausolée, le Taj Mahal. Durant les 3 siècles précédents, ses ascendants ont bâti un empire dominant la majeure partie du sous-continent indien. L'empereur est musulman, mais ses sujets sont majoritairement hindous. Il ne reculera devant rien pour concrétiser son rêve. Les ouvriers hindous ont la réputation d'être d'excellents sculpteurs. Ils vont réaliser une œuvre unique. Le projet est si ambitieux que la ville d'Agra devra s'agrandir pour le réaliser. Elle va accueillir 20 000 ouvriers pendant la période de construction s'étalant sur plus de 20 ans. Aujourd'hui, la facture s'élèverait à plus de 200 millions de dollars. Le Taj Mahal n'est pourtant que le tombeau d'une reine défunte. Sa structure la plus impressionnante est sans doute son dôme. Il présente des proportions d'une harmonie parfaite et culmine à près de 35 mètres. Il symbolise l'amour éternel, mais également l'ego démesuré d'un homme. Si ce monument n'a pas perdu de sa splendeur, ses jardins et une grande partie de certaines structures n'ont pas résisté aux caprices du temps. Christine Romy et Mike Schuller vont nous révéler les secrets du Taj. On comprend pourquoi le Taj Mahal attire 20 000 visiteurs par jour. L'effet que l'on ressent quand on en franchit les portes est saisissant. Christine Romy est archéologue. Elle va nous montrer comment le Taj Mahal est né de l'émulation de 2 cultures différentes. Il est sans aucun doute l'un des mausolées les plus stupéfiants au monde. C'est incroyable. Cet édifice est gigantesque. Et pourtant, ce n'est qu'une pierre tombale. Le Taj Mahal incarne une véritable révolution en termes d'architecture et de technique de construction. Mike Schuller cherche à découvrir ses secrets de fabrication. Il s'intéresse aux outils et aux techniques utilisées et au travail des légendaires tailleurs de pierre hindous. C'est vraiment un ouvrage d'une grande finesse. Et le travail de la symétrie est tout simplement fascinant.
La vision de Shah Jahan ne se limitait pas à un seul édifice. Si aujourd'hui l'ensemble du site couvre 46 terrains de football, à l'époque, il était encore plus vaste. La plupart des gens pensent que le Taj Mahal est construit au cœur d'un parc, mais en fait, tout ce qui l'entoure en fait partie. C'est une gigantesque place gardée par des remparts de 10 mètres d'épaisseur et à laquelle on accède par une gigantesque porte. On connaît du Taj Mahal cette image qui le rend identifiable au premier coup d'œil. Et pourtant, l'étude des édifices entourant le célèbre dôme se révèle particulièrement enrichissante. Le complexe représente la quintessence de la dynastie moghole. Depuis plus de 3 siècles, sa symétrie et sa splendeur sidèrent tous ses visiteurs, qui pourtant se trompent de perspective. La majeure partie des 20 000 touristes passant ici chaque jour ignorent qu'ils regardent l'arrière du Taj Mahal. L'entrée se trouvait en fait au nord, sur les berges. À l'époque des Moghols, la rivière était le lien entre tous les bâtiments royaux. Pour voir le Taj Mahal sous le bon angle, il faut se placer de l'autre côté. Shah Jahan et ses invités accédaient à l'édifice par la porte située au nord, aujourd'hui détruite par les crues successives de la rivière. L'accès au Taj Mahal se faisait par bateau. C'était l'autoroute de l'époque. Imran Dalialan est le directeur du conservatoire du Taj Mahal. Il va faire découvrir à Mike Schuller les trésors cachés de l'édifice. Et ça, c'est la partie avant, donc? Oui, c'est pour cette raison qu'elle est ornée d'incrustations magnifiques, représentant des feuilles de balsa notamment. Fantastique. Cet ornement était à l'origine réservé au seul plaisir de Shah Jahan et de ses convives. Mais construire un tel bâtiment sur les rives sauvages d'une rivière ne se fait pas sans relever certains défis techniques. Difficile de construire des fondations sur un sol meuble égorgé d'eau qui, à peine creusé, se retrouvent inondés. Il a fallu imaginer un support permettant de soutenir le poids de cette gigantesque structure. La solution, une série de puits remplis de roches et de gravats. Quelle profondeur font les fondations? Elles descendent à 7 mètres environ. C'est considérable pour l'époque. En clair, les bâtisseurs ont exploité une technique qu'ils maîtrisaient, celle de la construction des puits, pour servir de support. Ils les ont remplis de mortier, de gravats et de métal également, j'imagine, pour les renforcer. C'est exact. C'est exactement ça. Le Taj Mahal a souffert des affres du temps. Il a perdu de son éclat. Des niches dans les murs témoignent de la disparition de certaines incrustations. La pollution et la foule de touristes visitant le mausolée, jusqu'à 30 000 par jour, y sont bien sûr pour quelque chose. Les efforts développés pour sa préservation sont pourtant considérables. Mike va découvrir les ouvriers chargés de son entretien sur un chantier perpétuel. C'est phénoménal. Quelle merveille. Les techniques sont les mêmes que celles employées par les bâtisseurs il y a plus de 350 ans. Ce qui me fascine quand je vois ces ouvriers travailler, c'est qu'à l'ère des outils électriques et des lames au diamant, ils n'utilisent qu'un marteau et un ciseau. Il leur faut des heures pour donner à la pierre la forme voulue et la sculpter avec une infinie finesse. C'est fantastique. Les ouvriers commencent par tailler un bloc de grès de 180 cm de long et pesant près d'une demi-tonne. Impossible de travailler à la chaîne. Chaque pièce est unique. On ne peut pas réaliser ce travail sur une machine-outil robotisée et tailler les pierres à la filée. Chaque élément doit être fait entièrement sur mesure. Cette méthode de travail ne laisse aucune place à l'erreur. Et la tâche est colossale. Ils doivent faire très attention à l'endroit où ils placent le ciseau et à la force avec laquelle ils frappent. À la moindre erreur, ils doivent tout recommencer. Ici? C'est ça? Mike travaille la pierre depuis 20 ans.
mais pas de manière aussi archaïque. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? C'est bien. C'est vrai? Ouh, génial! Malgré les apparences, le Taj Mahal n'est pas construit entièrement en marbre. Il est fait de briques parmentées de plaques de ce précieux minéral ou de grès rouge. Ces dalles sont elles-mêmes ornées de sculptures raffinées et de somptueuses incrustations. La plupart de ces ouvriers sont des descendants de familles travaillant au Taj Mahal depuis des générations. On vient de voir l'endroit où le plus gros de la taille est réalisé. Ensuite, ce sont les sculpteurs qui prennent le relais pour graver avec une infinie minutie les motifs floraux ornant le mausolée. Cette pierre va en remplacer une autre, usée par l'érosion, dans la partie de la muraille se trouvant près de l'entrée du complexe. Une partie du travail de conservation consiste à reproduire ces ornements raffinés. C'est un ouvrage des plus délicats, demandant une extrême minutie et réalisé avec des outils rudimentaires. Les artisans se font un point d'honneur à travailler de manière traditionnelle. Ils s'autorisent tout au plus à employer des ciseaux à la pointe renforcée. L'attention portée aux détails est saisissante. La moindre découpe de marbre est faite de façon traditionnelle. C'est incroyable. La taille du marbre est réalisée à l'aide d'une simple scie. C'est un travail de fourmi. Le marbre est taillé par abrasion. Les seuls outils nécessaires sont du sable, de l'eau et un fil très fin. Aucun outil électrique n'est employé. Les tailleurs ne travaillent qu'à la main. C'est dingue. Regardez la finesse de cette découpe. Même le mortier est fait d'après une recette vieille de 300 ans. Elle moue depuis 10 minutes déjà, pour que tout soit parfaitement et finement broyé. Des recherches en laboratoire ont montré que le mortier utilisé sur le Taj Mahal était composé de farine, d'eau sucrée, de chaux, de poussière de marbre et même de jus de fruits. Il est un peu pâteux mais très homogène. Pas un seul grumeau. On pourrait le mettre en tube. C'est un mélange inhabituel mais qui a fait ses preuves depuis des centaines d'années. C'est juste fantastique de voir ces gens travailler à l'ancienne. Après 350 ans, l'héritage de Shah Jahan est toujours présent. Des artisans œuvrent sans relâche pour maintenir ce monument, bâti en hommage à sa défunte épouse. Mais le Taj Mahal n'est pas le fruit de l'imagination d'un seul homme. L'empereur moghol s'est inspiré d'ouvrages existants. « 50 ans avant le début des travaux, Akbar le Grand, le grand-père de Shah Jahan, a fait bâtir une immense citadelle de grès rouge. En l'observant de plus près, on y découvre le patrimoine génétique du futur mausolée. Tout porte à croire que le Taj Mahal est un descendant direct de cet édifice fortifié. De toute évidence, il semble que Shah Jahan se soit inspiré de bâtiments existants pour superviser la construction d'un bâtiment aux proportions aussi uniques et à la beauté si saisissante. On trouve d'ailleurs un peu partout des signes indiquant qu'il est le fruit d'un mélange de deux cultures, l'hindouisme et l'islam. Ce mariage de style est né sous le règne du grand-père de Shah Jahan, Akbar le Grand, l'un des bâtisseurs les plus prolifiques de l'Empire moghol. Pour éblouir ses sujets, il a construit d'innombrables palaces et forts conçus à sa gloire. Christine Romy, archéologue, s'est rendue à une trentaine de kilomètres au sud du Taj Mahal, dans la ville fortifiée de Fatehpur Sikri.
La construction de cette citadelle visionnaire a certainement beaucoup influencé l'architecture du mausolée. La cité de grès rouge a su braver les effets du temps et demeure presque intacte. Fatehpur Sikri est désormais une ville fantôme. Mais à son apogée, elle était aussi vaste que Londres à l'époque de Shakespeare. Ce qui est difficile à imaginer, surtout quand elle est plongée dans cet épais brouillard. La citadelle, nettement moins connue que le Taj Mahal, est en excellent état de préservation. Elle n'a été occupée que pendant une très courte période. Construite entre 1569 et 1585, elle est abandonnée depuis 450 ans. L'un des atouts principaux de ce site, c'est qu'il n'a été que très peu pollué par l'activité humaine. Il est dans un état stupéfiant de conservation. Peu de bâtiments sont en ruine. C'est un peu comme si personne n'avait jamais vécu dans l'enceinte de ces murs. Après 16 ans d'occupation seulement, la ville, qui ne possède pas un réseau de distribution d'eau approprié, est abandonnée. Regardez ces bâtiments tout autour de nous. Ils sont imposants, gigantesques. Makanla, un archéologue de la région, raconte à Christine l'histoire de la cité qui fut jadis le cœur de l'empire moghol. Fatehpur Sikri était le point névralgique des échanges commerciaux. Les marchands venus du monde entier venaient y vendre leurs produits en échange d'or, d'épices et de soie. Ils s'installaient à l'extérieur de la citadelle, protégés par d'épaisses murailles. Les échoppes se trouvaient ici, alignées le long de cette voie. Elles ne sont pas très grandes. C'est vrai, mais chaque vendeur avait sa spécialité. J'imagine que le marchand se tenait devant sa boutique. Oui, il s'asseyait devant la façade. Le client s'arrêtait, discutait de la marchandise et de son prix. C'était un peu la même organisation que l'on voit encore aujourd'hui dans les souks. Les biens les plus précieux s'achetaient sur une place située entre deux portes monumentales. Cet endroit est beaucoup plus petit. Oui, c'est là que se vendaient les articles de luxe. D'accord. De l'autre côté, la braderie. Et ici, ce serait l'équivalent de l'avenue Montaigne. En quelque sorte, oui. C'est incroyable d'imaginer comment devait être cet endroit, peuplé de marchands venus des quatre coins de l'Empire. Le commerce dans l'enceinte de Fatehpur Sikri était lucratif. Il attirait des acheteurs venant de tout le sous-continent indien, mais aussi des royaumes occidentaux et de l'Empire ottoman. Les architectes d'Akbar le Grand se sont inspirés des camps de nomades pour bâtir cette cité. Ils ont simplement remplacé la toile par de la pierre. Il ne fait aucun doute que Shah Jahan s'est fortement inspiré de l'œuvre de son grand-père. Lui aussi utilisera le grès rouge pour bâtir ses palais. Le travail de la pierre en Inde est mondialement reconnu. Dès le Xe siècle, les tailleurs de pierre ont érigé des temples ornés d'innombrables sculptures représentant des divinités, des animaux ou des femmes. Akbar a su exploiter le talent de ses ouvriers lorsqu'il a entrepris la construction de Fatehpur Sikri. Les secrets de ces artisans se sont transmis de génération en génération. Aujourd'hui, leurs héritiers sont une main-d'œuvre précieuse pour l'entretien de ces sites. Mike Schuller a eu l'occasion de les observer. Ils travaillent selon des techniques restées inchangées depuis des siècles. Ils atteignent un degré de précision que même le laser ne pourrait égaler. Ces artisans sont de véritables maîtres en la matière, très expérimentés dans leur art. Le moindre faux pas, un coup de ciseau de trop,
et la pierre serait inutilisable. Il faut des années et des années d'entraînement et de pratique pour arriver à un tel niveau de perfection et réaliser de telles sculptures. Je ne veux même pas essayer. Non, hors de question. Quel raffinement. Imaginez le nombre de pierres taillées comme celle-ci autour de nous. Akbar a fait construire de véritables palais entièrement ornés de pierres sculptées et de bas-reliefs. L'un d'eux, celui de Birbal, a été conçu pour accueillir son harem. On y trouvait environ 500 femmes, dont près de 200 épouses légitimes, qu'il n'a d'ailleurs jamais rencontrées pour la plupart. Il s'agissait d'un palais merveilleux, mais qui faisait office de cage dorée pour ses occupantes. Akbar se faisait offrir par les nobles de chaque nouvelle terre conquise leur plus belle fille. Son harem grandissait au rythme de l'expansion de son empire. Mais les affaires d'État l'intéressaient plus que le plaisir charnel. Le Diwan Ikas, ou salle d'audience privée, est un édifice unique en son genre. Au centre se trouve une gigantesque colonne appelée pilier du trône. Elle est surplombée par un immense chapiteau supportant 4 passerelles. Incroyable. Impressionnant, n'est-ce pas? Imaginez un peu. Akbar se tenait au centre et les personnes demandant audience tout autour. Assis sur son trône, Akbar recevait les représentants de ses sujets. Il a su lier, par l'architecture du lieu, les 2 principales religions représentées dans son empire. Le pilier, orné de symboles issus de l'islam et de l'hindouisme, incarne parfaitement cet œcuménisme. Fatehpur Sikri a eu un impact indéniable à la fois sur le plan architectural et culturel, en symbolisant l'union entre 2 cultures pourtant éloignées. Akbar n'a pas hésité à donner toute sa confiance à des artisans de confessions différentes. Cette unité a été cruciale pour la réalisation de son rêve. Cette leçon, son petit-fils Shah Jahan l'a parfaitement intégrée lorsqu'il entreprend la construction du Taj Mahal. Mais il va également s'inspirer d'autres édifices bordant le lit de la rivière Yamuna. Pour continuer notre quête d'indices révélant les secrets de ce fabuleux mausolée, Mike Schuller et Christine Romy inspectent les citadelles et les palais de la région, parmi lesquels une formidable forteresse. Peut-être vont-ils découvrir l'une des clés de la perfection architecturale du Taj Mahal. Cette place forte monumentale, entièrement faite de grès rouge, se trouve à Agra et domine elle aussi les rives de la rivière Yamuna. Nous la devons encore une fois à Akbar, le plus grand bâtisseur de l'Empire moghol. De 1526 à 1858, cette dynastie moghole n'a eu de cesse que de conquérir de nouvelles terres, s'étendant à son apogée de l'Iran au Bengale. Mais les Moghols sont également d'extraordinaires bâtisseurs. Leurs citadelles et leurs palais façonnent aujourd'hui encore l'horizon indien. La forteresse rouge d'Agra est l'un de ces fantastiques édifices. Elle tient son nom des murailles de grès rouge qui l'entourent, hautes de 30 mètres. Pendant près de 200 ans, elle a abrité le siège administratif de l'Empire. Dominant totalement la rivière, l'imposant bâtiment incarne la toute-puissance de l'empereur aux yeux de ses sujets. Mike Schuller en explore les fortifications. Il s'agit d'une série de murailles impossibles à escalader. Elles donnent l'impression d'être faites de grès massif, mais en réalité, leur technique de construction est similaire à celle du Taj Mahal. Il s'agit d'une structure en briques parmentée de plaques de grès. Ça ne les rend pas moins solides pour autant. Et imaginez l'effet psychologique sur d'éventuels assaillants.
voulait que cette forteresse soit imprenable. On y accède par plusieurs portes. Chacune fonctionne comme un sas. Si vous arrivez à franchir les 2 premières portes, vous vous retrouvez derrière une 3e, au milieu d'une cour entourée de remparts vertigineux. De là, vous êtes exposé de toutes parts à des tirs nourris, provenant des chemins de ronde ou des meurtrières, couvrant absolument tous les angles de la cour. Autant dire que cette 3e porte est littéralement infranchissable. Au tout début du XVIIe siècle, Shah Jahan, l'homme qui bâtira plus tard le Taj Mahal, hérite de ce fort et entame sa rénovation. Son règne sera marqué par une longue période de paix, de stabilité et de prospérité. Son empire ne connaît pas la guerre. Pour en démontrer l'opulence, il va se lancer dans le plus grand projet de construction jamais entrepris sur ces terres. Mais avant cela, il décide de rénover une grande partie de la forteresse rouge d'Agra. Il transforme cette ancienne place forte en palais des plaisirs. Il décide de l'orner de marbre blanc, comme il le fera plus tard sur le Taj Mahal. Tente d'apprendre comment est né son goût prononcé pour le marbre blanc. Voici un exemple de l'un des premiers aménagements apportés par Shah Jahan. Il s'agit d'un revêtement en plâtre blanc couvrant le grès rouge. Inutile de vous dire que cette astuce a fait des émules. Christine découvre le mariage de 2 cultures célébrées dans la pierre. Ce que l'on voit ici, c'est la conjonction entre les influences hindoues et islamiques, comme ces motifs géométriques surplombés par cette fantastique arche. L'effet produit par le temps sur ces sculptures est saisissant. La patine met incroyablement en valeur ces ornements. C'est l'usure naturelle de la pierre qui donne cette légère décoloration, faisant varier la teinte des motifs et passer d'une couleur rose pâle à un rouge ocre profond. On a l'impression que la pierre est vivante. Ces techniques d'ornementation basées sur l'utilisation de matériaux naturels vont connaître leur paroxysme avec la construction du Taj Mahal. Sous Shah Jahan, la forteresse d'Agra va être témoin de l'opulence quasi décadente de l'empire moghol. L'empereur est réputé pour ses goûts de luxe. Il est en permanence entouré d'une cour de tailleurs et de joailliers. Son harem se compose de centaines de femmes, dont une douzaine d'épouses légitimes. L'apogée de cette opulence est incarné par le palais de Musamman Burj, bâti pour sa favorite Mumtaz Mahal. C'est dans ce palace au luxe infini qu'elle passera la plus grande partie de sa vie. Christine Romy en entreprend l'exploration. En le faisant construire, Shah Jahan s'engage dans une surenchère architecturale qui aboutira à la construction du Taj Mahal. Quel extraordinaire témoignage d'amour de Shah Jahan pour son épouse Mumtaz. Ce palais fastueux a été construit uniquement pour elle, au cœur de l'Uttar Pradesh. Shah Jahan va s'inspirer de l'art architectural représenté aux 4 coins de son empire et même au-delà. Il invite des artisans occidentaux pour enseigner à ses ouvriers les techniques les plus secrètes, comme la pietra dura italienne. De somptueux motifs floraux sont réalisés en coraux, lapis et autres pierres plus ou moins précieuses. Le travail est d'une telle finesse qu'on croirait observer une peinture. Regardez,
Ce sont des incrustations d'agate et de cornaline. Toutes sortes de pierres précieuses et semi-précieuses. Et la façade de ces arches en est couverte. Dans le Coran et la poésie moghole, les fleurs sont décrites comme naissant des sources du paradis. Ces magnifiques motifs floraux, incrustés dans le marbre, symbolisent la récompense d'une foi dévouée à l'islam. Ce palais offre aujourd'hui l'une des vues les plus spectaculaires sur le Taj Mahal. Ironiquement, c'est ici que Shah Jahan passera ses derniers jours à contempler sa plus grande création après avoir été renversé par son propre fils. La construction du Taj Mahal ne commencera que 2 décennies après celle de la forteresse rouge. Mais il semble évident que Shah Jahan s'inspirera fortement des techniques artisanales et de l'architecture de cet édifice magistral. Il ignore encore que son nom restera à jamais associé à l'un des monuments les plus somptueux au monde. Un monument qu'il fera ériger, hélas, pour de bien funestes raisons. Christine Romy et Mike Schuller poursuivent leur enquête sur le Taj Mahal et ses mystères. Ils ont exploré la région à la recherche d'indices. Les voici maintenant de retour sur le site même du mausolée. Véritable chef-d'œuvre architectural, devenu l'un des monuments les plus célèbres qui soit. Plus de 3 siècles après sa construction, il fait perdurer la grandeur de l'Empire moghol. Le terme de moghol, utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner un magnat de la presse ou de la production, vient précisément du nom de cette dynastie. Il implique une notion d'opulence quasi insolente et de réussite absolue, telle que Shah Jahan l'a démontré à travers ses somptueux palais. À quoi pouvait ressembler cet extraordinaire complexe une fois les travaux achevés, il y a plus de 350 ans? Difficile de l'établir. Une grande partie de l'enceinte du mausolée n'a pas survécu aux conflits et aux effets dévastateurs du temps. Il reste également à décoder les symboles islamiques cachés un peu partout dans le monument. Comme tous les empereurs moghols, Shah Jahan était de confession musulmane. Le Taj Mahal en témoigne. Christine Romy commence son enquête par l'entrée principale du site. On peut voir inscrites tout autour de la porte menant au Taj Mahal les promesses d'Allah telles qu'on les lit dans le Coran. Cette porte représente celle par laquelle le prophète Mahomet a accédé à la vie éternelle. Elle révèle la double identité du Taj Mahal, qui est à la fois un mausolée et une représentation du paradis musulman. Priyaline Singh est historienne et spécialiste de cette religion. On retrouve beaucoup la symbolique des jardins du paradis, à travers des représentations de motifs floraux ou aquatiques. Par exemple, on observe énormément de fleurs, qui sont pour les musulmans symboles du royaume divin. Les Moghols descendent de nomades vivant dans le désert. Lorsqu'ils découvraient une oasis, ils avaient le sentiment de pénétrer dans un paradis terrestre. Les pelouses que l'on voit dans l'enceinte du mausolée sont bien loin de rappeler la splendeur des jardins aujourd'hui disparus. Est-ce que les jardins de l'époque de Shah Jahan ressemblaient à ça? Non. Ils étaient probablement très différents. Ils ont été réaménagés lors de la période coloniale britannique. En arrivant dans cette région de l'Inde, les Moghols ont trouvé une terre aride et inhospitalière. Ils ont façonné de leurs mains des jardins luxuriants, comptant des milliers de fleurs et d'arbres fruitiers, en s'inspirant de leur conception du paradis. En nous basant sur plusieurs études, nous pouvons maintenant recréer les jardins du Taj Mahal tels qu'ils devaient être. Le célèbre dôme semblait flotter au-dessus d'une canopée d'arbres fruitiers.
Mike Schuller cherche à découvrir comment une végétation si luxuriante a pu naître au cœur d'une terre aussi aride. J'imagine qu'ils ont construit un canal pour distribuer l'eau de la rivière. Oui, l'eau était acheminée jusqu'ici, grâce à cet aqueduc. Puis elle était hissée au sommet de cet édifice grâce à des seaux qui étaient vidés dans de grands réservoirs. Voilà le secret de l'irrigation des jardins du Taj Mahal. L'eau était hissée à 12 mètres du sol par des bœufs. Elle était déversée dans une première série de réservoirs, puis hissée à nouveau dans un autre. Mike pense avoir découvert l'emplacement de ce dernier. À en croire la largeur de ces murs, ils devaient soutenir une charge conséquente. Oui, on pense qu'un des réservoirs se trouvait ici. Ce système d'irrigation permettait de distribuer des milliers de litres d'eau chaque jour et d'entretenir ainsi des jardins somptueux, malgré la chaleur écrasante. C'est loin d'être simple. Il fallait faire monter de grandes quantités d'eau très haut. En quoi cette hauteur était nécessaire? Tout simplement pour qu'elle puisse se déverser dans le réseau de rigoles traversant les jardins. Plutôt que d'utiliser des pompes, ils laissaient la gravité faire le travail. L'eau alimentait les fontaines en s'écoulant tout simplement. Exactement. Le Taj Mahal et son parc parfaitement symétrique inspirent l'apaisement. Mais une fois franchi le mur d'enceinte, nous découvrons un tout autre univers. Au sud du mausolée s'est bâti un quartier bouillonnant, un dédale de boutiques et d'hôtels, Taj Gange. Peu de touristes le savent, mais ces ruelles étroites faisaient partie intégrante du Taj Mahal. Ici se dressait le caravansérail. John Fritz a passé 10 années de sa carrière d'archéologue à cartographier le Taj Mahal tel qu'il a été construit. Un caravansérail est une place fortifiée permettant aux marchands itinérants de faire escale. Une fois à l'intérieur, ils étaient à l'abri des pilleurs. Et j'ai du mal à comprendre ce que des installations commerciales venaient faire dans un tel complexe funéraire. Le marché était une source de revenus pour l'entretien du Taj Mahal. Et c'est un peu comme si on jumelait un cimetière à une galerie marchande pour financer son entretien. Dans la culture musulmane, ce n'est pas antagoniste. Il est même nécessaire de jumeler le sacré et le commercial pour que l'un soutienne l'autre d'un certain point de vue. Shah Jahan voulait que le Taj Mahal impressionne ses sujets. En le construisant, il érige bien plus qu'un mausolée. Il s'agit d'une ville dans une ville. On retrouve aisément les traces du caravansérail dans les ruelles bondées d'Agra. Vous voyez ces deux arches et ce toit plat? Au cœur de ce quartier touristique, John Fritz nous montre les emplacements utilisés jadis par les marchands. Regardez un peu. Oh! C'est incroyable qu'on trouve encore ces bâtiments au cœur d'Agra. C'est vrai, les habitants ont su préserver admirablement ces vestiges. Ces alcôves datent de Shah Jahan. Elles sont parfaitement conservées. C'est fantastique. Merveilleux. Le Taj Mahal est un complexe bien plus important que la plupart des gens ne le pensent. Une partie du site était réservée aux marchands itinérants. Mais il reste un dernier mystère à élucider. Le Taj Mahal nourrit de nombreuses légendes, mais l'une des plus persistantes est sans doute l'existence d'un Taj noir. On raconte que Shah Jahan aurait fait construire une réplique du Taj Mahal, entièrement noir, sur la rive opposée de la rivière Yamuna. Je vais aller voir sur place si on trouve quelques indices de son existence. Mike Schuller va explorer l'autre rive. Il espère découvrir des vestiges de ce qui pouvait être le Taj noir. En enquêtant dans toute la région,
nos deux spécialistes ont beaucoup appris sur le Taj Mahal. Cette perle, blottie au cœur du sous-continent indien, est sans nul doute l'un des monuments les plus connus au monde. Mais une telle notoriété ne se construit pas sans une part de mythe. Les guides touristiques évoquent aujourd'hui encore l'hypothétique présence d'un autre mausolée, un Taj de marbre noir construit de l'autre côté de la rivière. Certains assurent que Shah Jahan a été renversé par son fils avant de mener à bien ce projet. D'autres prétendent que des éclats de marbre noir ont été découverts sur la rive nord, dans ce qui pourrait être les fondations du Taj noir. Mais la plupart des touristes s'aventurant au-delà de la rivière ne découvrent que de vagues vestiges. Mike Schuller veut, une fois pour toutes, lever le voile sur ce mystère et établir si le Taj noir relève de la réalité historique. Il retrouve John Fritz sur la rive nord de la rivière Yamuna. L'archéologue y conduit des fouilles depuis 10 ans. Faute de preuves, il estime que l'existence du Taj noir n'est que pure légende. Beaucoup de gens racontent que Shah Jahan aurait projeté de construire une réplique symétrique au Taj Mahal, faite de marbre noir. Si c'est le cas, nous nous tenons sur ces fondations. On dirait effectivement des fondations, mais ce ne sont pas celles du Taj noir. Ce sont des vestiges beaucoup plus récents. Rien ne permet d'étayer la légende. Aucun minéral noir n'a été découvert. Donc pas de Taj noir. Eh non. Si un tel édifice avait existé, on retrouverait forcément du marbre noir quelque part dans ces vestiges. En fait, il s'agit d'une légende, certes très romantique, mais totalement infondée. Il semble en revanche que l'empereur a bien construit quelque chose sur cette rive. Mais en fait, il s'agit du Mehtab Bagh, ou jardin de clair de lune. Ce qui a été construit ici, c'est une gigantesque fontaine octogonale ornée de 25 jets d'eau. C'était un endroit où la cour de Shah Jahan se rendait. On suppose qu'un pavillon avait été installé au nord de cette fontaine. La conception de ce jardin est là encore inspirée du paradis musulman. On y trouvait de nombreuses fontaines et toutes sortes de fleurs stimulant les sens. Il semble que l'empereur s'y rendait depuis le Taj Mahal par bateau. Dans la mesure où Shah Jahan accédait au Mehtab Bagh par la rivière, il devait certainement emprunter ces marches. Je marche donc sur les pas de l'empereur. Exactement, vous êtes à sa place. Les jardins du Mehtab Bagh sont parfaitement alignés sur ceux du Taj Mahal. L'une des choses les plus frappantes quand on étudie ces jardins, c'est qu'ils sont parfaitement alignés avec ceux situés de l'autre côté du dôme. L'axe de symétrie se poursuit jusqu'à la porte sud du Taj Mahal, à travers les jardins et les bassins. J'ai l'impression que cet angle est parfaitement aligné avec le mur d'enceinte est. Les dimensions du Mehtab Bagh sont identiques à celles des jardins du Taj. Nous pouvons maintenant imaginer ce que voyait l'empereur en contemplant son œuvre. Le Mehtab Bagh a toujours fait partie intégrante du Taj Mahal. Shah Jahan s'est servi de la lumière naturelle et de l'effet de miroir pour donner vie à sa vision et honorer sa défunte épouse. Sous les rayons de lune, recréés ici par ordinateur, le Taj Mahal semble se dessiner dans l'eau. C'est peut-être ce reflet fantomatique assombri par la lumière blafarde, qui est à l'origine de la légende du Taj noir. Il ne fait aucun doute que Shah Jahan s'est donné tous les moyens de concrétiser cette vision démesurée. Nous avons compris il y a assez peu de temps que le Taj Mahal incluait non seulement le mausolée et ses jardins, mais aussi le Taj Gange et le Mehtab Bagh. Ce sont des éléments d'un même ensemble. Tout est parfaitement symétrique. Le Mehtab Bagh également. Oui, il s'agit d'un seul et même axe de symétrie de plus d'1 kilomètre de long. C'est fabuleux. C'est un édifice fantastique.
Le Taj Mahal demeure l'une des plus belles preuves d'amour d'un empereur pour son épouse. Ses proportions démesurées, ses portes gigantesques, la longue approche menant au dôme serti de 4 minarets. Nul doute qu'il s'agit bien là d'un véritable écrin bâti pour offrir le repos éternel à l'être aimé. Mais le Taj Mahal ne symbolise pas que l'amour. Il témoigne de l'union œcuménique de 2 cultures. Il marie 2 traditions religieuses avec une harmonie rarement observée. Le Taj Mahal est le fruit d'un subtil mélange de l'héritage islamique et hindou. Et si l'empire de Shah Jahan s'est depuis effondré, le Taj Mahal témoignera à jamais de sa grandeur passée aux yeux du monde entier.